Bien, chapitre suivant, donc, qu'on va commencer aujourd'hui pour vous en distanciel et qu'on continuera en cours, donc quand vous reviendrez lundi, mardi prochain et mercredi, et donc vous aurez, à l'issue de ce cours d'aujourd'hui, des travaux à faire. Alors, il s'agit dans ce chapitre nouveau de reconstituer les climats de la Terre. Pourquoi reconstituer les climats de la Terre? Pour comprendre pourquoi est-ce qu'un climat évolue, de façon à anticiper sur l'avenir. 3 chapitres dans ce thème-là. Reconstituer les climats récents, reconstituer les climats plus anciens, chapitres 12 et 13. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué 14. Et puis, un dernier chapitre qu'on va pas traiter maintenant, puisque c'est un chapitre qui sera traité après l'écrit du bac. Alors, reconstituer donc les variations climatiques récentes. Vous avez le diaporama en PDF sur le LTEC que vous pouvez récupérer. De quoi s'agit-il? Il s'agit de comprendre l'évolution des températures dans un passé proche. Si on regarde l'évolution récente, depuis 1850, des températures, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'à partir des années 1910, et plus encore des années 1980, on a aujourd'hui, et ça c'est quelque chose que l'on constate, qu'on ne peut pas nier, que personne ne peut nier, on constate une augmentation très importante de la température, très importante et très rapide. Comment expliquer cette augmentation très importante et très rapide de la température? Il faut la mettre en lien avec l'augmentation de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. L'homme rejette dans l'atmosphère de plus en plus de gaz, conséquence de son activité industrielle. Et conséquence aussi de l'utilisation qu'il fait des énergies fossiles. Vous avez ici une courbe qui vous montre l'évolution de la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère depuis les années 1000. Bien, on constate que depuis les années 1000, jusqu'aux années 1800 à peu près, la concentration en CO2 stagne. Comment est-ce qu'on le sait? On le sait en faisant des forages dans les glaces de l'Antarctique, puisque quand la glace se forme, elle emprisonne des bulles d'air. Et plus je descends dans la glace en Antarctique, plus j'ai accès à des glaces anciennes, et donc plus j'ai accès à des bulles d'air anciennes, et l'étude de ces bulles d'air emprisonnées dans les glaces me renseigne sur la composition de l'atmosphère à différentes époques. Et c'est là que je vois qu'à partir des années 1800-1900, j'ai une augmentation brutale de la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ceci étant lié à l'utilisation des énergies fossiles par l'homme. Pourquoi est-ce si important? Parce que le CO2 est un gaz à effet de serre. Ah, l'effet de serre, quelque chose qu'il faut absolument connaître, comprendre. Vous connaissez tous ce terme, on en entend parler tous les jours, sauf que la plupart du temps, vous, comme la majorité des Français, ne savent pas définir ce que c'est que l'effet de serre. Le Soleil envoie un rayonnement lumineux sur la Terre. Une partie de ce rayonnement est renvoyée vers l'espace en se réfléchissant sur l'atmosphère. Une partie est absorbée par l'atmosphère qui va s'échauffer. Une partie, 50% environ, arrive sur le sol. Le sol absorbe cette énergie. En absorbant cette énergie, le sol se réchauffe. Et le sol va restituer cette énergie absorbée sous la forme d'un rayonnement thermique, de chaleur. Un rayonnement qu'on ne voit pas, un rayonnement dans l'infrarouge. Le sol émet un rayonnement infrarouge. Mettez-vous près d'un mur qui est échauffé toute la journée par le soleil, approchez la main du mur, sans toucher le mur, vous sentez que le mur dégage de la chaleur. Approchez vos mains de votre joue sans toucher votre joue, vous sentez que votre corps dégage de la chaleur. Cette chaleur, c'est un rayonnement thermique. Cette chaleur, c'est de l'infrarouge. Cet infrarouge que le sol va émettre va être absorbé par certains gaz de l'atmosphère qui vont alors s'échauffer. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Voilà. Et parmi ces gaz qui s'échauffent et qui absorbent ce rayonnement thermique, il y a le dioxyde de carbone. C'est pour ça que plus on augmentera la concentration de dioxyde de carbone de l'atmosphère, plus la température de l'atmosphère sera élevée, ce qui se passe en ce moment. Donc ça explique l'évolution récente de la température. Nous, ce que nous comprendre, c'est comment la température a évolué dans le passé. D'accord? Ce qu'on appelle passé, évolution climatique récente, c'est disons, depuis 1 million d'années. Comment la température a évolué depuis 1 million d'années. Pour ça, il faut rechercher un certain nombre de témoins de cette température. Et ces témoins, ils existent. On va en étudier 2. On va étudier les données isotopiques, l'étude des isotopes, et les données polliniques, l'étude des grains de pollen. Alors, les données isotopiques pour commencer. On travaille sur l'isotope du dioxygène. Il existe pour l'oxygène, le dioxygène, 2 isotopes. L'oxygène 16, qui est majoritairement répandu, et un isotope plus lourd, qui est l'oxygène 18.
Écoutez bien ce raisonnement, il est très important. Quand on est en période froide, l'eau s'évapore des océans et retombe au niveau des pôles, au niveau des continents sous forme de glace. Or, l'eau H2O, j'ai de l'H2O 16 et j'ai de l'H2O 18. Ce qui va s'évaporer préférentiellement, c'est l'eau qui est plus légère, c'est H2O 16. Donc, dans mon océan qui est là, l'eau s'évapore essentiellement H2O 16 plutôt que H2O 18. Cette eau qui s'est évaporée retombe sous forme de neige et de glace sur les continents. Et là, en période glaciaire, cette eau qui retombe reste piégée sur les continents. Alors que quand il fait chaud, il n'y a pas de glace et l'eau revient à l'océan. Donc ça veut dire que quand je suis en période glaciaire, l'eau s'évapore, retombe sur le continent et le niveau de l'océan va diminuer. Première chose. Deuxième chose, l'eau qui s'évapore, c'est préférentiellement de l'H2O 16. Ça veut dire que dans l'océan, l'H2O 18 va augmenter proportionnellement à l'H2O 16. Autrement dit, dans l'océan, le rapport O18 sur O16 va augmenter. J'ai de plus en plus d'oxygène 18 par rapport à l'oxygène 16, puisque l'H2O 16 s'est évaporé plus que l'H2O 18. Donc le rapport dans les océans, dans l'eau de l'océan, H2O 18 sur H2O 16 va augmenter. C'est ce qu'on appelle le delta O18. Par ailleurs, au niveau des pôles, ce qui va retomber comme glace ici, c'est essentiellement de l'H2O 16. Donc ça veut dire qu'au niveau des pôles, le volume de glace, au niveau des continents même, le volume des glaces va augmenter, et je vais avoir de plus en plus d'oxygène 16 par rapport à l'oxygène 18. Ce qui veut dire qu'au niveau des glaces, le rapport oxygène 18 sur oxygène 16 va diminuer. Ce rapport, c'est ce qu'on appelle le delta O18. Ça y est, j'ai trouvé un paléothermomètre. En étudiant dans les glaces des pôles les concentrations en oxygène 18 en fonction du temps, en étudiant le rapport oxygène 18 sur oxygène 16, en étudiant ce qu'on appelle le delta O18 en fonction du temps, je pourrais reconstituer l'évolution de la température. Cette glace, on la trouve où? En Antarctique, puisque là, ça ne fond pas. À Vostok notamment, qui est la zone de l'Antarctique qui est ici cerclée en rouge, où j'ai la plus grosse épaisseur de glace. Si je fais un forage dans cette glace qui est là, en descendant en profondeur, en remontant des carottes de glace très anciennes, je peux monter jusqu'à 400 000, 500 000, 600 000 ans, et bien en étudiant la concentration, le rapport O18 sur O16, le delta O18 dans ces glaces, je pourrais reconstituer l'évolution de la température. Je pense que c'est compris. D'accord ? Reprenez cette vidéo, reprenez l'explication. Il est important que vous compreniez comment l'étude d'un rapport isotopique de l'oxygène permet de reconstituer une température. Quand vous avez bien compris ça, eh bien vous allez l'appliquer. Dans ce chapitre, un TP qu'on peut vous demander, très classique, c'est l'utilisation des tableurs et l'utilisation des banques de données. Vous avez sur le NT un fichier qui s'appelle fichier TP isotope. Ce fichier va vous proposer l'évolution du delta O18 en fonction de la profondeur, donc en fonction du temps. Et on va vous demander de reconstituer l'évolution de la température sur le temps à partir de ces données. Donc, dans un premier temps, vous allez ouvrir ce fichier, soit avec LibreOffice, soit avec Excel, comme vous voulez. Et ce que je vous demande, c'est de me construire la courbe d'évolution de la température en fonction du temps. Débrouillez-vous. D'accord ? Débrouillez-vous, à vous d'essayer de le faire. Je vais vous mettre à la suite de cette vidéo une deuxième vidéo avec la correction, mais il est important que vous essayiez vous-même de le faire sans aller directement voir la correction. Parce que je répète que c'est un TP qu'on peut vous demander. On vous donne une banque de données et on vous dit, à partir de la banque de données, reconstituez-moi l'évolution de la température sur le temps. Donc vous ouvrez ce fichier, vous vous laissez guider par les consignes, et vous tentez de me construire le graphique d'évolution de la température en fonction du temps, tel qu'on vous le demande sur ce fichier. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, vous ouvrez la vidéo 2 avec la correction, mais d'abord, essayez de le faire par vous-même. Voilà, à tout de suite.